Le vent n'avait plus de saison. Le soleil se levait dans un silence couleur de cuivre, et dans les nuits du monde ancien, les montagnes brillaient de vert comme si le ciel brûlait. Ce n'était pas une aurore boréale, c'était la Terre entière qui se disloquait. Il y a environ 42 000 ans, un événement si colossal que, il reste presque inimaginable s'est produit. Le champ magnétique de la Terre est effondré. Le nord est devenu le sud, le bouclier invisible qui protégeait la vie a disparu, et pendant quelques siècles, notre planète s'est retrouvée sans défense face au cosmos. Ce basculement, connu sous le nom d'événement de Lachan, n'a laissé aucune cicatrice visible sur le sol, mais il a changé la couleur du ciel, l'odeur de l'air et le destin des espèces. Le champ magnétique terrestre est notre bouclier naturel. Il détourne les vents solaires, maintient l'atmosphère stable et filtre les radiations mortelles venues de l'espace. Quand il s'effondre, la Terre devient nue. Les rayons cosmiques pénètrent jusqu'à la surface, les orages magnétiques éclatent au-dessus des océans, et les aurores boréales dansent jusqu'à l'équateur. Les nuits deviennent rouges, les jours opaques, les pluies acides rongent les forêts. Le climat s'effondre. Les animaux migrent dans toutes les directions, les plantes meurent debout et les glaciers commencent à avancer. Ce n'est pas une légende. Les preuves sont gravées dans la matière. En Nouvelle-Zélande, des chercheurs ont découvert des troncs fossiles d'une espèce disparue, les kaoris. Ces arbres avaient enregistré dans leurs cernes une hausse brutale du carbone 14, signe direct d'un bombardement cosmique intense. Leur message silencieux raconte un désastre invisible, le moment exact où le ciel s'est retourné. Partout sur la planète, les conséquences furent apocalyptiques. Les températures chutèrent de plusieurs degrés. Des tempêtes de poussière recouvrirent l'Europe et la Sibérie. Des milliers d'animaux s'effondrèrent dans le froid. Les mammouths, les bisons, les rhinocéros laineux, beaucoup disparurent définitivement. Les hommes, eux, n'avaient d'autre choix que de fuir, survivre et s'adapter à un monde qu'ils ne reconnaissaient non plus. Imagine, tu vis dans une vallée glaciale. Tu vois les rivières gelées en une nuit. Le ciel devient vert, puis rouge, puis noir. Ton feu s'éteint, ton souffle blanchit, et chaque aurore ressemble à une apocalypse silencieuse. C'est ce qu'ont vécu les premiers humains, néandertaliens et homo sapiens réunis. Ils observaient un ciel qui ne leur obéissait plus, un climat imprévisible, une terre malade. Et dans leur peur, ils ont commencé à peindre. Les premières œuvres rupestres datent précisément de cette période. Des mains, des animaux, des symboles solaires, tracés au fond des grottes comme des prières. Les hommes tentaient d'expliquer ce qu'ils voyaient, le chaos cosmique, les tempêtes de lumière, les ténèbres sans fin. Pour la première fois, l'art est né d'une catastrophe. Ce renversement magnétique ne dura que quelques milliers d'années, mais il suffit à briser un équilibre vieux de millions d'années. Le champ terrestre mit longtemps à se reformer. Pendant tout ce temps, le rayonnement solaire perça la couche d'ozone, brûlant les peaux, modifiant l'ADN, perturbant les migrations, effaçant des lignées entières d'êtres vivants. Certains chercheurs pensent même que c'est là que la lignée néandertalienne a commencé à décliner, incapable de supporter ce nouvel enfer climatique. Les aurores boréales se voyaient jusqu'en Afrique. Les nuits n'étaient plus noires mais métalliques. Des arcs électriques traversèrent les nuages. Les éclairs se succédaient comme des coups de tonnerre céleste. Et l'humanité, minuscule et fragile, regardait le ciel sans comprendre. Pour elle, c'était la fin du monde. Pour la science, c'était l'une des plus grandes mutations naturelles jamais enregistrées. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que cette nuit de l'humanité a marqué une rupture. Elle a modifié notre atmosphère, nos gènes, nos migrations, nos peurs, notre art. Elle a peut-être même défini ce que signifie être humain, survivre à un monde en ruine, en lui donnant du sens. Car de cette obscurité, quelque chose d'autre est né. L'instinct de se souvenir, de raconter, de peindre la lumière quand elle disparaît. Et c'est ainsi que, dans les ténèbres de l'hiver éternel, l'humanité a allumé un autre feu, celui de la mémoire. Le monde s'était refermé sur lui-même. Les rivières n'étaient plus que des veines gelées serpentant entre des champs de glace. Le vent, chargé de poussière, rugissait jour et nuit comme une bête sans fin. Dans les vallées de France, dans les plaines de Russie, dans les montagnes d'Irak, les feux s'éteignaient les uns après les autres. Le champ magnétique terrestre, encore instable, laissait passer des rafales de radiation qui brûlèrent les nuages et bouleversèrent le climat. L'homme, minuscule face à la colère du ciel, a dû changer pour survivre. Les Néandertaliens, maîtres de l'Europe depuis des centaines de millénaires, étaient taillés pour le froid, puissants, trapus, bâtis comme des rocs. Mais même leur force trouvait ses limites. Les forêts mouraient, les grands troupeaux migraient vers le sud, les refuges devenaient rares. L'hiver ne partait plus. Il s'installait comme une ère.
Dans cette désolation, chaque journée devenait une épreuve. Les chasseurs marchaient des semaines sans croiser de gibier. Les enfants tombaient malades, atteints de lésions cutanées étranges provoquées par le rayonnement solaire déchaîné. Les mères recouvraient leur visage de suie et d'ocre pour se protéger du soleil invisible. Leurs yeux, habitués à la nuit, brillaient dans les ténèbres comme ceux des loups. C'est à ce moment-là que les sapiens venus des Ham-Afrique commencèrent à remonter vers le nord. Leur peau plus sombre offrait une résistance naturelle aux ultraviolets. Leur corps plus élancé supportait mieux les longues marches. Ils avaient appris à adapter leurs outils, à coudre des vêtements à plusieurs couches, à créer des abris flexibles faits de peau tendue et d'os. Ils n'étaient pas plus intelligents. Ils étaient plus nombreux. Et dans un monde où chaque foyer disparaissait, le nombre devint la vraie arme de survie. Les Néandertaliens, isolés, virent leur monde se réduire. Les archéologues ont retrouvé dans certaines grottes des foyers minuscules, à moitié éteints, entourés de restes de graisse brûlée. Ils fabriquaient des lampes de fortune à base d'os creux remplis de moelle, un feu faible, presque symbolique. Un feu qui ne réchauffait plus vraiment, mais qui disait « Nous sommes encore là ». Puis les traces se raréfient. Les derniers Néandertaliens se sont probablement éteints dans le sud de l'Espagne, coincés entre la mer et le froid. Une poignée d'entre eux auraient survécu quelques siècles, assez longtemps pour transmettre à Homo sapiens une part de leur génie. Des outils perfectionnés, le tannage du cuir, la connaissance du feu et du vent. Et peut-être surtout une mémoire, celle d'un monde qui s'effondre et d'une espèce qui refuse de mourir sans comprendre. Pendant ce temps, Homo sapiens avançait. Le froid, paradoxalement, a stimulé sa créativité. Les peintures de Chauvet, de Lascaux, d'Altamira naissent dans cet âge glaciaire prolongé. L'homme dessine ce qu'il perd. La chaleur, les bêtes, la lumière. L'art devient une forme de résistance à la peur. Les symboles apparaissent. Les dieux naissent. L'homme invente la spiritualité pour survivre au désordre du monde. Mais cette période n'a pas seulement façonné nos cultures, elle a modifié nos corps. Le rayonnement cosmique, plus intense, a provoqué des mutations génétiques. Certains gènes liés à la pigmentation, à l'immunité ou au sommeil auraient évolué à ce moment-là. Nous portons encore dans notre ADN les cicatrices de cet hiver éternel. Les chercheurs l'appellent l'effet Lachant, une sélection invisible gravée dans la chair de l'humanité. Et au milieu de ce chaos, un phénomène nouveau apparaît, la peur du ciel. Des peuples entiers ont commencé à vénérer les astres, à craindre le tonnerre, à prier la lumière. Le feu n'était plus seulement un outil, il devenait une promesse divine. Allumer une flamme, c'était recréer un fragment du soleil perdu. Les grottes deviennent des sanctuaires. Les flammes dansent sur les parois et les ombres racontent la naissance d'une idée, la lumière comme symbole de vie. Les siècles passent, le champ magnétique reprend lentement sa place. Mais l'hiver, lui, laisse derrière lui un héritage invisible. Ce N est plus seulement la terre qui a changé, c'est et elle, homme lui-même. Il a appris à prévoir la fin du monde, à s'y préparer, à la raconter. Et cette mémoire du désastre, transmise de génération en génération, deviendra la racine de toutes nos mythologies, le jour où le soleil s'est tu. Puis, un matin, après des siècles de silence magnétique, le ciel changea de ton. Les aurores qui embrasaient le monde depuis des générations s'éteignirent lentement. Le vert s'effaça du firmament, les vents cessèrent de hurler et la neige commença à fondre par endroits. Le champ magnétique terrestre, après des millénaires d'instabilité, retrouvait enfin son équilibre. Le nord redevenait le nord. Le bouclier invisible se reformait et la terre pouvait de nouveau respirer. Ce retour ne fut pas un miracle soudain, mais une lente guérison. Les forêts repoussèrent, les rivières reprirent leur cours et les grands troupeaux revinrent timidement vers les plaines. Mais tout avait changé, les paysages, les espèces et même l'esprit des hommes. L'humanité sortait de sa première nuit cosmique et elle n'était plus la même. Ce que le froid n'avait pas détruit, il l'avait transformé. Les Homo sapiens qui survivaient sur les bords de la Méditerranée, dans les steppes de Sibérie ou les forêts d'Afrique, afin de développer une compréhension nouvelle du monde. Ils savaient désormais que le ciel pouvait se retourner, que la lumière pouvait mourir, que la vie pouvait disparaître sans prévenir. Et cette peur sacrée devint un moteur. De la catastrophe naquit la conscience. L'homme commença à observer les astres pour prévoir les saisons, à dresser des pierres pour marquer les cycles du soleil. De simples abris se transformèrent en sanctuaires. Des feux de camp devinrent des rituels. Elle, idée d'un ordre supérieur, prit racine dans l'esprit collectif.
quelque chose contrôlait le chaos, un souffle, une force, un dieu. Les mythes du déluge, de la nuit sans fin du soleil absent. Tous trouvent peut-être leur origine ici, dans ce souvenir enfoui d'un hiver planétaire. Mais le monde, lui, continuait de muter. La fonte des glaces provoqua une montée brutale des mers. Des vallées furent englouties, des montagnes isolées devinrent des îles. Des civilisations naissantes durent migrer, emportant avec elles des histoires du temps où le ciel brûlait. Les ancêtres de l'humanité moderne emportèrent aussi quelque chose d'autre, les gènes de la survie. Les analyses ADN montrent que certaines mutations, apparues autour de 42 000 ans, sont liées à notre résistance au froid, à la lumière et au stress environnemental. Autrement dit, nous portons encore l'hiver éternel en nous. Ce souvenir, transmis par le sang et par la parole, est resté dans nos instincts les plus profonds. Quand un orage éclate, quand la lumière disparaît soudain, quand la terre tremble, notre cœur se serre comme s'il reconnaissait quelque chose. C'est et elle, écho de cette époque, le cri ancien du monde qui faillit éteindre. Et si cet épisode n'était pas seulement un drame passé, mais un avertissement? Aujourd'hui encore, le champ magnétique terrestre faiblit lentement. Les pôles se déplacent plus vite qu'à n'importe quelle autre période depuis 100 000 ans. Certains scientifiques y voient les prémices d'un nouveau basculement. Et cette fois, l'humanité ne serait plus une espèce nomade capable de fuir. Nos villes, nos satellites, nos réseaux électriques, notre technologie entière repose sur cet équilibre magnétique fragile. Ce que les Néandertaliens ont enduré, nous pourrions le revivre à une autre échelle. Mais la différence, c'est que nous savons. Nous comprenons ce que signifie un monde sans ciel, un hiver sans fin, une lumière qui s'éteint. Et dans cette connaissance se cache notre espoir. Parce qu'au fond, l'histoire de l'hiver éternel n'est pas une histoire de mort, mais de renaissance. Quand le champ magnétique s'est reconstruit, la vie a repris. Les forêts ont reverdi. Les mammifères ont migré. L'homme a relevé la tête et a appris à nommer le monde. Chaque civilisation, chaque flamme allumée, chaque mot prononcé sous les étoiles est un hommage à cette victoire originelle, la lumière retrouvée après la nuit. Alors, la prochaine fois que tu regarderas le ciel et que tu verras une aurore boréale danser au-dessus de l'horizon, souviens-toi, c'est un vestige de ce temps où la Terre avait perdu son ciel. Et c'est aussi le signe qu'elle a survécu. Nous sommes les enfants de cet hiver. Nous sommes la mémoire de la lumière.